Amélie Nothomb, Pétronille. Chapitre 5. Un prestigieux magazine féminin me contacta pour une commande. Il s'agissait d'aller à Londres, interviewer Vivienne Westwood. Depuis quelque temps, je n'acceptais plus les commandes. Là, je me laissais tenter pour 2 raisons. La première était de mettre enfin un pied sur le sol anglais. Si étrange que cela puisse paraître, en 2001, cela ne m'était encore jamais arrivé. La deuxième consistait à rencontrer cette icône aussi chic que punk, la géniale Vivienne Westwood. Pour ne rien arranger, mon interlocutrice du magazine était une femme exquise qui me présenta l'affaire de la sorte. Madame Westwood a manifesté un enthousiasme véritable quand j'ai prononcé votre nom. Elle a qualifié votre look de délicieusement continental. Je pense qu'elle se fera une joie de vous offrir un vêtement de sa nouvelle collection. Je capitulai. La journaliste se réjouit avec grâce. Une chambre me serait réservée dans tel palace londonien. Une voiture viendrait me chercher, etc. À mesure qu'elle parlait, je voyais le film qu'elle me racontait. Je désirais ardemment ce qu'elle me décrivait. Cela faisait sens. Les Nothomb étaient de très lointaine origine anglaise. Ils avaient quitté le Northumberland au XIe siècle et avaient traversé la Manche, par esprit de contradiction envers Guillaume le Conquérant. Si j'avais attendu si longtemps pour retrouver l'île de mes ancêtres, c'était parce qu'il m'avait fallu ce signe du destin, cette main tendue par la reine des crinolines Destroy, qui manifestait à mon égard un enthousiasme véritable. Je me répétais avec hébétude la formule de la journaliste. En décembre 2001, j'empruntai donc pour la première fois l'Eurostar. Quand le train s'engouffra dans le fameux tunnel, mon cœur commença à battre très fort. Au-dessus de moi, il y avait cette mer significative que mes ancêtres avaient jugé bon de franchir en sens inverse un millénaire plus tôt. En cas de rupture d'étanchéité, l'Eurostar se muerait en bolide sous-marin et foncerait entre les poissons jusqu'aux célèbres falaises. Le fantasme me parut si beau que j'en étais à souhaiter qu'il devienne réalité, quand le train jaillit dans une campagne hivernale désolée. Je poussai un cri. Je regardais cette terre inconnue avec sidération. Avant la traversée de la Manche, les champs vides étaient tristes aussi, mais là, je sentais que leur tristesse différait. C'était du chagrin anglais. Les rues, les panneaux, les rares habitations, tout était autre. Plus tard, j'avisai sur la gauche une immense ruine industrielle de briques rouges dont la majesté me coupa le souffle. Je n'ai jamais su de quoi il s'agissait. Quand le train entra en gare de Waterloo, je faillis pleurer de joie. Au moment de fouler enfin le sol britannique, la reine n'était pas ma cousine. Je me persuadai que la terre tressaillait en reconnaissant son lointain rejeton. Un taxi me conduisit au palace annoncé qui se montra à la hauteur de mes espérances. J'avais une chambre vaste, comme un terrain de cricket, et un lit qui, par ses dimensions, évoquait celui d'un couple de milliardaires en instance de divorce. J'aime voyager léger, et par conséquent je portais déjà la tenue de circonstance. Puisque Vivienne Westwood m'avait qualifiée de telle, j'avais revêtu la plus continentale de mes redingotes de dentelle et mon chapeau diabolo belge. J'enneigeai mon teint, charbonnai mes yeux et carminai mes lèvres. Au bas de l'hôtel, une voiture m'attendait. Lorsque j'arrivai à la légendaire boutique, on ne me fit pas entrer par devant, mais par une porte cochère située à l'arrière, qui donnait sur les ateliers. Émerveillé, je tendais le cou pour assister au miracle de la confection, quand 1 minute plus tard je fus introduite dans un cagibi meublé de 2 banquettes qui dégageait une odeur de pneus. « Mr. Westwood shall arrive soon », me dit l'homme en noir qui m'avait emmené là. La pièce ne comportait pas de fenêtre et l'attente s'y révéla angoissante. Au bout d'une dizaine de minutes, l'homme en noir ouvrit la porte et annonça « Miss Westwood ». Entra une dame aux longs cheveux couleur purée de carotte qui me tendit une main molle sans me regarder ni me parler et s'effondra sur une banquette sans m'inviter à prendre place. Néanmoins, je m'assis sur l'autre banquette et lui dis ma joie de la rencontrer. J'eus le sentiment que mes paroles tombaient dans un vide sidéral. Vivienne Westwood venait d'avoir 60 ans. En 2001, plus personne ne trouvait cela vieux. J'aurais volontiers fait une exception pour elle.
Cela tenait à son expression pincée, aux plis revêches de sa bouche et plus encore à sa ressemblance avec le fantôme d'Élisabeth Ier sur la fin de sa vie. Même rousseur fanée, même froideur, même conviction d'avoir affaire à quelqu'un hors d'âge. Elle portait une jupe droite de tweed doré et un genre de guêpière par-dessus la jupe, de teinte identique. Cette excentricité ne diminuait en rien son air de bourgeoise. Il était difficile de croire qu'il y ait eu un jour la moindre intersection entre l'esthétique punk et cette rombière boulotte. J'ai rencontré bien des gens désagréables au cours de ma vie, mais rien qui se compare à ce bloc de mépris. Je crus d'abord qu'elle ne comprenait pas mon anglais à cause de mon accent. Comme je m'en alarmai, elle murmura « J'ai compris pire que vous ». Décontenancé, je posai les questions que j'avais prévues. Il est infiniment plus difficile de poser des questions que d'y répondre. À son âge, Vivienne Westwood ne pouvait pas l'ignorer. Pourtant, chaque fois que j'avais l'audace de l'interroger, elle poussait un petit soupir, voire étouffait un bâillement. Ensuite, elle produisait une réponse abondante, qui prouvait qu'elle n'était pas mécontente de ma question. La journaliste commanditaire m'avait dit que mon nom avait provoqué chez Madame Westwood un enthousiasme véritable. Comme elle le cachait bien, ce devait être cela, le flegme britannique. « Pourrais-je visiter les ateliers de confection » demandai-je. Que n'avais-je pas dit? Vivienne Westwood me regarda avec un courroux indigné. Elle se dispensa de répondre, et je lui en suis gré. Car nul doute que j'en eusse pris pour mon grade. Confuse, au point de ne plus savoir que dire, je posai cette question au hasard. « Madame Westwood, n'avez-vous jamais songé à écrire ?» Au comble du mépris, elle gloussa. « Écrire ? Ne soyez pas vulgaire, je vous prie. Il n'y a pas plus commun qu'écrire. Aujourd'hui, le moindre footballeur écrit. Non, je n'écris pas, je laisse cela aux autres. » Savait-elle à qui elle s'adressait? J'en vins à espérer que non. Mieux valait encore être ignoré de cette femme que de subir un tel affront. Je me conduisis comme une japonaise, je ris. Il me semblait avoir touché le fond, même si le penser porte malheur. Le réel s'empresse toujours de vous montrer à quel point vous manquez d'imagination. Derrière la porte, j'entendis un bruit bizarre, comme si on grattait. Du menton, Vivienne Westwood m'intima d'ouvrir. Je m'exécutai. Entra un caniche noir rasé à la dernière mode qui trottina vers la styliste. Celle-ci changea d'expression de façon extraordinaire. Le visage noyé d'attendrissement, elle s'écria « Béatrice, oh my darling !» Elle prit le chien dans ses bras et le couvrit de baisers. Son visage ruisselait d'amour. Je demeurai émerveillé. Un être qui aime à ce point un animal ne peut pas être mauvais, pensai-je. Béatrice commença à japper de manière probablement significative, mais je ne saisis pas de quoi. Madame Westwood devait connaître le sens de ce comportement, puisqu'elle reposa le caniche et me dit aussi sec. « It is time to walk, Béatrice. » Je hochai la tête quand Béatrice poussait ce jappement. C'était qu'elle devait faire ses besoins. « Is it time to walk, Béatrice ?» répétait-elle avec humeur. Je regardai l'homme en noir qui se tenait debout de l'autre côté de la porte restée ouverte. N'entendait-il pas la consigne qui lui était adressée? « Don't you understand English ?» finit-elle par me dire avec lassitude. Je compris enfin. C'était à moi, et à moi seule, que s'adressait non pas cette prière, mais cet ordre. Je demandai où était la laisse. Elle prit dans son sac un genre d'accessoire SM et me le tendit. Je l'accrochai au collier de Béatrice et sortis. L'homme en noir m'indiqua l'itinéraire à suivre. Ce n'était pas indispensable car l'animal connaissait son chemin. Béatrice me mena à un square où elle avait ses habitudes. J'essayai de mesurer la poésie de l'instant. N'était-ce pas une façon singulière de découvrir Londres? J'avais beau injecter dans cet épisode toute la positivité dont j'étais capable. Il n'en surnageait pas moins un sentiment de honte. J'osais me le formuler. Après m'avoir insulté, Vivienne Westwood m'avait ordonné de promener son chien. Oui, c'était bel et bien ce qui s'était produit. Je regardai autour de moi. Ce square me sembla aussi laid que les habitations qui l'entouraient. Les gens avaient des expressions affreuses. Enfin, le froid humide me transperçait les os. Il fallait me l'avouer, Londres me déplaisait beaucoup.
Tout à mon dégoût, j'en avais oublié la jante canine et sa majesté Béatrice qui jappait et sautillait en me montrant un caca qu'elle venait de créer. Je me demandais si la loi anglaise imposait le ramassage de l'étron. Dans l'ignorance, je décidai de n'y pas toucher. Si un policeman m'interpellait, je donnerais les coordonnées de la boutique. L'espace de quelques secondes, un démon m'inspira de kidnapper le caniche et d'exiger une rançon. Comme pour m'en dissuader, Béatrice vient me mordiller les mollets avec exaspération. On a raison de dire que le chien ressemble à son maître. Je rentrai. Vivienne Westwood confia Béatrice à l'homme en noir, puis m'interrogea. La petite bête avait-elle communié sous les deux espèces? Comment était le caca? Ce fut l'unique fois qu'elle m'écouta scrupuleusement. Ensuite, elle retomba dans son ennui et son mépris. Ne voyant pas l'intérêt de prolonger ce supplice, je pris congé. Madame Westwood me tendit une main molle sans plus me regarder qu'au début et retourna à ses moutons. Je me retrouvai dans la rue, en proie au sentiment aigu de ma déréliction. Récapitulons. Je venais de me faire traiter, à la lettre, pire qu'un chien, par une vieille punk déguisée en Élisabeth Ier. À moins que ce ne fût le contraire, dans une métropole où je ne connaissais rien ni personne, j'étais la seule dans une rue inhospitalière et il commençait à tomber à crachin des plus froids. Hébété, je marchais dans la direction que je croyais être celle de l'hôtel. Si j'avais eu un atome de bon sens, j'aurais pris un taxi. Mais les Londoniens m'inspiraient désormais une sorte de terreur, même au volant d'une voiture, et je préférais ne plus avoir le moindre contact avec cette étrange espèce. D'habitude, j'aime me perdre dans les villes inconnues et je professe qu'il n'y a pas de meilleure initiation. Ce ne fut pas ce que j'éprouvai ce jour-là. Abrité sous un mini-parapluie déglingué, j'arpentais des artères absurdes, bordées de constructions dont les fenêtres avaient le regard de Vivienne Westwood. Incapable de ressentir autre chose qu'un froid odieux, je me rappelai la phrase de Victor Hugo. « Londres, c'est de l'ennui bâti. » Cette formule lapidaire me semblait encore trop positive. Si l'Angleterre entière s'apparentait à sa capitale, je comprenais pourquoi on parlait de perfide Albion. Et j'avais une empathie sans borne pour mes ancêtres qui avaient fui le Northumberland un millénaire auparavant. Il se dégageait de chaque édifice que je croisais quelque chose de sournoisement hostile. Je finis par devoir demander mon chemin à des indigènes qui feignirent de ne rien comprendre à mon anglais. Et je me retins de leur dire que même leur vieille gloire saisissait mon sabir. Au bout de 2 heures de déambulation désespérante, je regagnai l'hôtel, où je m'enfermai dans ma chambre pour tenir l'ennemi en respect. Je marinai longuement en un bain brûlant et puis je m'installai au lit. Très vite, l'appréciation de ce confort laissa place à un désagréable constat d'échec. Jamais de ma vie je n'avais à ce point raté une ville. S'il s'était s'agi de Maubeuge ou de Vierzon, j'en aurais peut-être ri. Quand même Londres! Londres où Shakespeare avait écrit et créé les plus grands chefs-d'œuvre, où l'Europe avait sauvé l'honneur lors de la dernière guerre, où toutes les avant-gardes s'épanouissaient. C'était moi que je punissais en ratant cette ville. Certes, Vivienne Westwood était un coup du sort, mais quelle injustice de ma part d'en accuser la métropole entière. Allais-je vraiment, à 34 ans, me commander un club sandwich à manger au lit et ne plus quitter ma chambre alors que je passais ma première nuit en Angleterre? D'instinct, je saisis le téléphone. « Bonjour Pétronille, viendriez-vous passer la soirée avec moi ? » ?»« Pourquoi pas ? » ?»« Je suis à Londres. »« Ah oui, quand même. Je vous rembourserai le train. Si vous le voulez bien, vous partagerez ma suite, qui est grande comme Buckingham Palace. » Je lui précisai les coordonnées de l'hôtel. « J'arrive. »